Bonsoir à tous, 20h sur nos antennes, l'heure des infos. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous chers téléspectateurs et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Voici le sommaire. Pèlerinage 2015, lourde perte en vies humaines. Un accident tragique s'est produit occasionnant plus de 62 morts et 30 blessés. À l'origine, l'effondrement d'une grue sur la grande mosquée. Nous serons en direct tout à l'heure avec notre envoyé spécial Babacar Fall. Et puis également un autre Sénégalais qui a perdu la vie dans le vol qui acheminait les pèlerins à la Mecque. On ignore encore son identité. Ici à Dakar, c'est une grosse colère des pèlerins laissés en rade au hangar. Ils n'ont pas pu faire le voyage. Ils dénoncent ainsi le silence du comité d'organisation qui reste pour l'instant inerte. À Kolda, plus de peur que de mal. Après la chute d'un manguier sur un toit, le bâtiment s'est effondré, mais aucune perte en vies humaines. Dakar abrite un séminaire sur le climat. Ce sont les maires francophones autour de l'association. Un document qui sera donc présenté au chef de l'État à la fin des travaux. Les maires s'engagent dans la lutte contre le climat. Enfin, le dossier du jour porte sur la 40e semaine de l'alphabétisation ici au Sénégal. Bienvenue dans cette édition. Nous la débutons avec justement cette triste nouvelle. 62 personnes ont trouvé la mort, 30 autres blessés. Cela s'est passé à la Mecque après l'effondrement d'une grue sur la grande mosquée de Makka. En direct dans ce journal, Babacar Fall. Babacar, bonsoir. Quelles sont les dernières informations concernant bien sûr le bilan, puisqu'on parle de 62 morts provisoirement? Alors, autant rassurer tout le monde tout de suite, les services consulaires sénégalais basés à Jeddah se veulent très prudents. Aucune information pour l'instant sur la nationalité des victimes, assure un diplomate sénégalais. Toutefois, il y a quand même des témoins, des Sénégalais que nous avons rencontrés qui assurent qu'il y a certes sur le lieu du drame, au moment où cette grue tombait sur un pan de la grande mosquée autour de la Kaaba, au moment où l'accident se produisait, il y avait bien sur le lieu du drame des ressortissants noirs africains, mais notre témoin assure qu'il n'y aurait pas de victimes sénégalaises. L'accident est survenu après la prière du vendredi. Beaucoup de pèlerins attendent les autres heures de prière de la journée sur l'esplanade de cette mosquée qui entoure la Kaaba. C'est en ce moment donc que cette grue est tombée. Sur les images disponibles sur les réseaux sociaux ou certaines chaînes de télé, c'est plus des ressortissants asiatiques qu'on a remarqué qui étaient victimes de ce terrible accident, de cette grosse tragédie. Cette pluie donc qui est tombée après la prière du vendredi a causé la chute de cette grue et qui a fait plusieurs victimes. Les chiffres, aucun chiffre officiel, 62 selon certaines agences. Ça peut faire plus selon d'autres témoins que nous avons interrogés. Il y a également plusieurs dizaines de blessés. Mais selon cette autorité consulaire sénégalaise que nous avons jointe au téléphone tout à l'heure, il faudra attendre demain ou plus tard pour savoir si exactement il y a victimes sénégalaises ou pas. Voilà, on croise les doigts, Babacar. On vous laisse suivre cette triste nouvelle pour nous dans le cadre du pèlerinage 2015. Vous l'aurez entendu, 62 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui à la suite de la chute d'une grue sur la grande mosquée de la Mecque, de la Mecque, j'allais dire. Et puis, un Sénégalais qui a perdu la vie dans le vol qui l'acheminait au pèlerinage, toujours donc sur les terres saintes de l'islam. On ignore
ignore encore son identité, mais nous reviendrons sur l'identité justement de cette victime. Nous restons sur ce pèlerinage 2015 et on va retrouver des pèlerins très en colère aujourd'hui. Très en colère, Papis, des pèlerins des vols 3, 4 et 5 en partance pour la Mecque, laissés en rade au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ils dénoncent le mutisme du comité d'organisation qui refuse de leur donner les raisons des perturbations notées. Ils interpellent ainsi le chef de l'État pour une solution à leurs problèmes. Alassane Ba, Younous Diatta. Colère, angoisse, entre autres des sentiments qui animent ces pèlerins au hangar. Passagers du vol 3, 4 et 5 qui ont rejoint les lieux saints de l'islam. Ces pèlerins qui attendent toujours ne comprennent pas. Depuis ñetti fan ba léegi ñu ngi fi man maa ngi jóge Louga région de Louga laa jóge département Louga. Depuis 3 jours, nous sommes ici. Nous devions recevoir nos passeports, mais jusque-là rien. Moi, je faisais partie du vol 5. Il y a aussi d'autres du vol 3 et 4. am na ñoo xam ne vol 3 la ñu bokkoon am na ñu des fi. ñu yaakaar dañ dugg vol 5. On pensait qu'on allait embarquer dans le vol 5, mais après le rappel, rien. Nous ne comprenons pas la situation dans laquelle nous sommes. Hier, à la dernière minute, on nous a convoqués pour arriver à l'aéroport. On va nous donner le passeport, pour les badges et le sac. Mais rien du tout. On a attendu jusqu'à 2 h du matin. Le commissaire général est passé par là en cachette, sans nous avertir. Le commissaire au pèlerinage pointé du doigt. Selon ces pèlerins, il ne réagit pas face à leurs préoccupations. Le commissaire au pèlerinage est passé par là hier et a pris le vol pour l'Arabie Saoudite. Il a dit qu'il y va pour régler les problèmes des pèlerins qui sont là-bas, alors que nous poirotons encore ici. C'est vers 3 h que quelqu'un est venu nous dire « Attendez, il y a des problèmes ceci, il y a des problèmes cela ». Nous, on ne sait pas à quel sens se vouer. Parce qu'on a donné notre argent depuis des mois et des mois. Ça, c'est pas normal. On a passé la nuit parce qu'on nous a d'attendre. À 2 h du matin avec toute la pluie sur nous. Hein? On a dormi à la belle étoile. Mais quand on prend les bagages et rentrer devant la famille, là, c'est décevant. Vraiment. Nous n'avons pas de jaaxal avion lan lañuy démé ñu am nit client yu nga xamné bayyi naka fi ñun mo ñu gën jaaxal. Comment des vols peuvent décoller sans leurs passagers à bord? Nous avons reçu nos billets d'avion, mais jusque-là, nous n'avons pas encore reçu nos passeports. C'est presque 300 pèlerins qui se tournent encore les pouces. Ils attendent toujours de pouvoir prendre un vol. Pour le moment, c'est une déception et un calvaire total chez ces pèlerins. Ils interpellent cependant les autorités compétentes. Et puis nous parlons de justice avec le procès Hissène Habré. Les auditions de témoins se poursuivent au palais de justice à la barre ce matin. Mike Bridge, un ancien dirigeant d'Amnesty International, dans son témoignage, l'on retient en quintessence des exactions, des exécutions sommaires perpétrées par les forces du gouvernement tchadien sur des populations civiles innocentes entre 1982 et 1990. Mike Bridge est revenu sur les nombreux rapports de son organisme à l'époque pour dénoncer les méthodes de torture utilisées par les militaires tchadiens sur les victimes. Des rapports qui font état aussi de nombreuses arrestations arbitraires qui font disparaître également des prisonniers. Devant cette triste situation, Amnesty International révèle que le gouvernement tchadien à l'époque n'avait donné suite à aucune de ces interpellations, sinon jeter le discrédit sur l'organisme de défense des droits de l'homme. L'audience reprendra, je le précise, lundi à 9 h. Nous parlons de tout à fait autre chose, Papy. C'est la pénurie d'eau notée dans certains quartiers de Dakar et c'est le cas à la Médina, rue 15. Où les femmes souffrent, impossible de trouver ce liquide précieux. Ils font tout, ces personnages, pour justement s'enquérir ou se procurer de ce liquide précieux. Ils font appel justement à l'eau de puits pour se servir. Aïcha Païfal a fait un tour. Voici son reportage. Des robinets à sec, aucune goutte d'eau. À la Médina, les habitants trouvent 1001 astuces pour se procurer de l'eau en cette période de forte chaleur. Depuis 3 à 4 jours, les robinets sont tous fermés. À une certaine heure de la nuit, on peut juste avoir un peu d'eau. Nous sommes vraiment fatigués. Nous courons de gauche à droite. Nous allons quelquefois puiser de l'eau dans cette maison que vous apercevez, car il y a un puits. Quelquefois aussi, nous payons pour avoir de l'eau dans les robinets de rue et parfois certains sont à sec. Hier, c'est tard la nuit qu'ils ont ouvert les robinets et nous n'avons réussi
jusqu'à avoir un bidon, juste un petit bidon d'eau. Las, ces maîtresses de maison dénoncent l'attitude de certains responsables. Beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Le ministre est déjà passé nous voir. Il sait bien ce qui se passe dans ce quartier, car nous avons beaucoup discuté la dernière fois avec lui. Depuis lors, aucun changement. C'est même devenu pire. Nous avons quand même 2 citernes qui viennent nous ravitailler en eau. Mais c'est tout un branle-bas de combat. On ne sait même pas où donner de la tête. Certaines vont même jusqu'à chercher de l'eau aux alentours, sans aucun moyen de transport. Ce n'est que le soir que l'eau commence à couler des robinets. Quelquefois, nous allons jusqu'à la Gueule-Tapée pour avoir de l'eau. Et nous mettons les bassines et les seaux sur nos têtes jusqu'à épuisement. Nous sommes vraiment fatigués. Beaucoup de quartiers touchés par la pénurie d'eau. Depuis 3 jours, le liquide précieux se fait rare. Les populations dans un total désarroi. Et puis, effondrement d'un bâtiment à Kolda qui suscite le débat dans le Fouladou. Il s'agit d'un manguier qui est tombé sur le toit d'un bâtiment, causant ainsi quelques dégâts matériels, mais pas de perte en vies humaines. Abdoulaye Diallo, précision. L'effondrement d'un bâtiment au quartier Bounakan défraie la chronique à Kolda. En effet, c'est un manguier qui est tombé sur le toit du dit bâtiment avant que ce dernier, qui est construit en semi-endure, ne s'effondre sur ses occupants. Il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Seuls des dégâts matériels et le traumatisme du choc sur ce quinquagénaire et des égratignures qu'il a subis sont enregistrés. Quand l'événement se produisait, je ne dormais pas. Seul le bon Dieu a pu me sauver la vie. J'étais couché sur le côté droit. C'est en ce moment que la charge est tombée sur moi en me causant ces égratignures. J'avais eu vraiment peur. Un témoin des faits raconte. 1h du matin et demi, par la suite, mais bruit intense quoi. C'est aux alentours de 1h30 du matin. Nous avons entendu un bruit intense et nous avons vu des lampes torches s'allumer. J'ai vu aussi un des enfants du vieux faire des va-et-vient. C'est ainsi que nous sommes venus voir de quoi il s'agissait et nous avons vu le manguier couché sur le toit du bâtiment. Aussitôt, j'ai coupé le disjoncteur et nous les avons aidés à faire sortir leurs bagages. Quelques matériels comme par exemple frigo mueno, tadi tenderson quoi et med au kala bali wono côté gor kam yaltini balungu quoi. Cet accident a eu lieu au cours d'un orage qui a été caractérisé par un vent violent aux environs de 1h30 du matin. Ce type de malheur est fréquent à Kolda où il y a beaucoup d'arbres au milieu des habitations. C'est dans de pareilles circonstances qu'une vieille dame du quartier Sikilo Nord a été tuée les temps passés par l'effondrement de sa case sur elle au cours d'un orage pendant qu'elle dormait. Et puis nous parlons de crise dans une entreprise. Les travailleurs de Direct Info exigent le départ de leur directeur général Pape Diogoy Faye. Selon le délégué du personnel, Massaer Dia, le DG a montré toutes ses limites. Massaer Dia qui demande le paiement intégral des salaires et interpelle le directeur général de la boîte, Cheikh Amar. Selon le délégué du personnel, une citation directe a été servie à Pape Diogoy Faye pour une comparution devant le tribunal du travail. Massaer Dia, que je vous propose d'écouter au micro de Alassane Ba. Actuellement, Pape Diogoy est en train de tuer ce journal avec des pratiques malsaines et douteuses et mafieuses. Je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, il n'y a que 2 machines qui fonctionnent ici à Direct Info. Maintenant, par voie de presse, il dit qu'il a réglé les salaires. Je dis que c'est archi faux. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore perçu nos salaires. Il paye selon la tête du client. Bon, c'est-à-dire payer les uns et laisser les autres. Nous exigeons le paiement des arriérés de salaire, aussi bien pour les journalistes à la rédaction que pour les correspondants. Nous réclamons aussi une réintégration des licenciés. Actuellement, on lui a servi une citation directe hier pour comparaître devant le tribunal du travail pour licenciement abusif. Maintenant, nous demandons à M. Cheikh Amar de prendre toutes ses responsabilités. On exige son départ. Pape Diogoy Faye n'est pas un bon manager.
Le SYNPICS venu soutenir les travailleurs de Direct Info interpelle le chef de l'État sur la précarité des entreprises de presse au Sénégal. Le secrétaire général de l'organisation, Ibrahima Khaliloulaye Ndiaye, est au micro de Alassane Ba, Tcherno Laurent Mendy. Depuis le rachat du journal par Cheikh Amar, et un rachat qui avait suscité énormément d'espoir, les travailleurs se retrouvent aujourd'hui à essayer d'effleurer la queue du diable sans pour autant pouvoir le retrouver. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que Cheikh Amar est un homme d'affaires qui a investi le champ de la presse comme un certain nombre d'hommes d'affaires dans ce pays. Nous interpellons au niveau du bureau exécutif national des SYNPICS les autorités, au premier point le chef de l'État, pour lui signifier que depuis que son avènement, la presse va de mal en pire. Les choses s'empirent et il n'y a rien qui est fait par les autorités de ce pays. Maintenant, le management de Pape Diogoye Faye, on ne pourrait même pas parler de management parce qu'il a consisté depuis son arrivée à diviser les travailleurs, à les torpiller, à les précariser, à les mettre dans des conditions inacceptables. Et tout ça, nous le ramenons au niveau de la responsabilité de Cheikh Amar, qui est le patron. Nous restons dans cette fenêtre de Direct Info. Le DG réplique et qu'on convoque justement des contre-vérités. Il n'y a que le mois d'août qu'il aurait dû et il a été viré. Dès lundi au plus tard, ils pourront en disposer. C'est une manifestation isolée. Il n'y a ni les rédacteurs en chef, ni les chefs de desk. Ils sont essentiellement constitués de contractuels en fin de contrat. Nous reviendrons sur ce sujet concernant Direct Info en crise, donc à la suite de ce que nous avons vu et entendu. Autre chose maintenant, le séminaire international de Dakar sur le climat s'est ouvert ce matin. Ce sont les maires francophones qui sont autour de la table pour voir les voies et moyens de lutter contre les phénomènes climatiques. Absolument, Papi. Ces 2 jours de partage et d'échange entre acteurs de la décentralisation. Après cela, un document sera présenté au chef de l'État, Macky Sall, avec des recommandations fortes. Donc, ce séminaire a été présidé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Compte rendu de cette rencontre avec Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Association des maires du Sénégal, association des maires francophones réunis pour lutter contre le changement climatique, Dakar propose son propre modèle de climat. Que ce soit la ville, que ce soit la Canada, que ce soit la région du Canada, avec la région d'Île-de-France et avec la coopération française, vous avez bien là-bas le Dakar, nous avons élaboré le modèle de Dakar, le certificat. Mais chaque région du Sénégal va s'y mettre avec l'aide de l'accompagnement de Une gouvernance participative, de nouveaux projets en vue, un consensus fort, le plaidoyer des maires du Sénégal. Nous espérons donc à l'issue de ces 48 heures pouvoir remettre ce document de plaidoyer à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui sera en quelque sorte notre porte-parole, le porte-parole et des États et des collectivités locales. Le gouvernement sénégalais promet d'appuyer cet élan de solidarité. Des mesures sont annoncées. Dans quelques mois, il y aura la COP21 à Paris. Chez le président de l'Association des maires du Sénégal, je voudrais vous rassurer. Le président Macky Sall, en sa qualité de président en exercice du sommet des chefs d'État francophones, de la CEDEAO et du NEPAD, a accepté volontiers de porter ce débat à la COP21 en faveur des collectivités locales d'Afrique pour la reconnaissance de leur rôle majeur dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement prévoit d'ici la fin du XXIe siècle une augmentation du niveau des mers entre 15 et 95 cm sur l'ensemble de la planète. Les collectivités locales, elles aussi, se disent interpellées. Nous restons avec les maires pour parler des collectivités locales qui doivent passer vers une automatisation financière avec l'appui de l'État. C'est la conviction de Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Il demande par ailleurs la mobilisation des maires et des populations pour la mise en place de plans de circulation dans les villes. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye et de Tcherno Laurent Mendy.
Aujourd'hui, les villes de tous les continents sont confrontées à des déséquilibres planétaires et la solution ne se trouve pas dans la mémoire collective. Les maires doivent être visionnaires. Ils doivent imaginer de nouvelles solidarités, de nouvelles complicités, de nouveaux comportements, de nouvelles formes de pouvoir et surtout de nouvelles organisations. L'effort à accomplir est de taille. Un effort de réflexion, de compréhension, de mobilisation, de partage des savoirs. Les inondations ont causé d'énormes dégâts à Ziguinchor. Le ministre du Renouveau urbain au chevet des populations. Diène Farba Sarr leur propose des solutions à court et long terme, ceci pour mettre définitivement fin à ces désagréments. Boubacar Diassi, que je vous propose de suivre sur ce reportage. Suite aux inondations des quartiers Belfort et Goumel de Ziguinchor, le ministre du Renouveau urbain fait une descente dans la capitale sud du pays. Diène Farba Sarr apporte ainsi des solutions provisoires aux problèmes. Mon activité principale ici à Ziguinchor, c'est relative aux inondations. Nous sommes venus pour apporter des solutions matérielles. Par rapport à ce que nous avons vu, nous allons vous livrer 3 motopompes. En ce qui concerne maintenant les mares que j'ai vues, il y a une entreprise adjudicataire qui est avec nous. Nous allons créer des tranchées drainantes vers la conduite principale pour régler le problème du Ziguinchor. Des solutions définitives, il y en a aussi. Le plan directeur d'assainissement existe, a été vraiment déjà signé, élaboré et approuvé, mais le problème c'est un problème de financement. Je disais qu'il y a quand même ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Le cadrage, vous le savez, c'est des besoins alternatifs et concurrents qui sont dans le PSE. Et maintenant, là, il faut des arbitrages aussi. C'est les arbitrages, c'est quoi? Dire quelles sont, par exemple, les dépenses optimales. Optimisation sous contrainte. La dépense est là et la contrainte budgétaire est là. Comment faire? C'est pourquoi nous avons des difficultés aussi pour financer des imprévus. Avant de se rendre au chevet des populations de Belfort et Goumel, Diène Farba Sarr a visité le chantier de l'hôtel universitaire situé à un jet de pierre de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Boubacar Diassi, merci. Les opérateurs économiques sénégalais vont bénéficier d'un programme d'assistance technique du gouvernement américain. Une déclaration du secrétaire d'État adjoint chargé de l'économie et du commerce des États-Unis, Charles Rivkin, en visite à Dakar, a tenu une conférence de presse compte rendu d'Issaprera, Tierno Laurent Mendy. 15 ans après sa mise en place, l'AGOA pose toujours des problèmes aux hommes d'affaires sénégalais. Sur 6 000 produits acceptés, seuls 67 sont exportés par le Sénégal. Les normes de qualité et l'accès au marché américain, des défis à relever encore pour augmenter les exportations vers les États-Unis. La difficulté, elle se pose au niveau des échanges qui ne sont pas suffisants et par rapport à l'accès au marché. Parce que les Américains sont très exigeants. Quand on prend par exemple les produits agricoles, ils nous demandent de transformer les produits. La difficulté, elle est au niveau des emballages, du packaging donc. États-Unis pour dugal fa marchandise yomb, ces normes dafa compliqué. Nous avons 2 problèmes essentiels avec l'AGOA. Il est difficile d'introduire nos produits aux États-Unis, mais aussi l'État du Sénégal aurait dû nous accompagner pour plus d'exportation. À niveau, nous permettre exportations. 172 milliards de dollars pour les États-Unis contre 4 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Un échange déséquilibré en défaveur du Sénégal. Une situation reconnue par les autorités américaines. Pour y remédier, une assistance technique va être dispensée aux businessmen sénégalais. Objectif, les permettre de mieux cerner les exigences du marché américain. Le Sénégal n'a pas pris beaucoup d'opportunités pour augmenter l'export aux États-Unis. Utilisant les bénéfices d'AGOA par rapport aux autres pays africains. Et c'est pour ça que nous avons décidé de commencer un programme que nous appelons le Trade Africa pour donner l'assistance technique au Sénégal pour essayer d'augmenter le niveau d'exportation du Sénégal vers les États-Unis. Le secrétaire d'État adjoint américain en visite à Dakar, Charles Rivkin au Sénégal, pour promouvoir le programme économique de Barack Obama en Afrique, un programme axé essentiellement sur l'énergie et les échanges commerciaux. D'Issaprera, merci. Direction Sédhiou, et c'est pour parler des grossesses précoces notées dans les établissements et qui inquiètent les parents d'élèves.
qui inquiète les parents d'élèves à quelques semaines de l'ouverture des classes. Le président régional des parents d'élèves, commandant Danso, demande aux parents d'élèves plus de vigilance pour sauver la prochaine année scolaire. Déclaration faite lors d'un atelier régional de partage et de suivi. Propos recueillis par Bakary Conté et Salah Samb. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Mais jusqu'à présent, je crois qu'on n'a pas touché le fond du problème, la source. La source, c'est les parents qu'il faudrait sensibiliser. Les parents doivent être sensibilisés pour vraiment s'occuper de leurs enfants, de leurs filles surtout. Et en même temps, les garçons. Parce que quand il y a grossesse précoce, c'est pas simplement la fille, mais le garçon aussi est victime. Et donc les parents doivent quand même faire attention sur, comment dirais-je, le compagnonnage entre filles et garçons. C'est ça qui provoque parfois ces grossesses précoces. Et puis un programme régional de développement culturel va être mis en place entre les pays de l'UEMOA, un nouveau visage, de nouveaux textes élaborés afin d'avoir un même référentiel, d'où un marché régional des biens et services culturels. Tout ceci concourt à structurer les politiques culturelles des différents pays pour une meilleure visibilité selon le commissaire du développement humain de l'UEMOA. Il s'agit de Seydou Sissoman, que je vous propose d'écouter au micro d'Aïchatou Paye. La rencontre de Dakar va examiner dans ce sens 3 directives. La première directive porte sur le cadre réglementaire de la production, de la diffusion et de la conservation de l'image dans notre espace. C'est extrêmement important. En plus de cela, nous avons une deuxième directive qui porte sur l'harmonisation des textes sur les droits d'auteur et les droits voisins. Parce que ceux qui produisent, il faut sauvegarder leurs droits. Et il est utile que l'ensemble des 8 pays se réfèrent au même texte. Il y a des textes dans les pays, mais les contenus ne sont pas toujours les mêmes. Nous avons souhaité que nos pays puissent avoir le même référentiel en matière de respect du droit d'auteur et des droits voisins. Nous avons un troisième texte qui est un texte très important, c'est sur le dépôt légal audiovisuel dans notre espace. Vous savez, c'est extrêmement important. Que ce soit nos radios, nos chaînes de télévision, elles produisent quotidiennement une masse d'informations, mais qui se perdent assez souvent. Et lorsque ces textes-là entreront en vigueur, obligation sera faite à tous ceux qui produisent des images qui ne sont pas destinés à une diffusion privée. Lorsque cette diffusion est publique, on aura l'obligation d'aller les déposer devant un organisme qui sera désigné à ce titre. À présent, le dossier culture de ce vendredi qui s'intéresse à la 40e semaine nationale de l'alphabétisation. Les 21 langues nationales codifiées, toujours pas introduites dans le système éducatif sénégalais. Non, langue nationale, ni plus ni moins, un vecteur de développement économique et social. Cheikh Tidiane John Younous Diatta. De 1972 à nos jours, 21 langues nationales ont été codifiées et pourtant le Sénégal continue toujours à travailler avec le français comme langue officielle. Les différents acteurs reconnaissent la nécessité de développer les langues nationales comme instrument privilégié du développement économique, culturel et social. Nous arriverons à notre objectif qui est de faire en sorte que les langues nationales véritablement jouent le véritable rôle qui est le leur. Que les langues nationales soient enseignées dans nos écoles. C'est vrai, nous avons besoin de toutes les langues. Le français, l'anglais, le russe, le chinois, nous en avons besoin. Mais commençons d'abord par nos langues nationales. Les gens ne comprennent pas le français et tous les ouvrages pratiquement sont en français. Donc nous traduisons les ouvrages de santé sur la vaccination, la maternité, etc. La nutrition aussi, nous avons des ouvrages de nutrition. Nous les traduisons pour que les gens qui sont alphabétisés puissent vraiment profiter de cette occasion pour lire. Au-delà du cadre juridique, les acteurs souhaiteraient objectivement l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais. À l'école élémentaire et pourquoi pas au moyen secondaire, car les langues nationales, quand même, c'est un puissant outil
de communication, mais aussi de développement économique, social et culturel. Tant qu'on n'aura pas donné à nos langues nationales leur lettre de noblesse, on sortira difficilement du sous-développement. Un pays accède, disons, à la souveraineté. La première chose à faire, c'est d'adopter une politique linguistique qui intègre les langues connues des populations, qui les intègre dans le système politico-administratif et éducatif. Autre préoccupation majeure qui plombe le système, c'est le fonds à l'édition des livres en langue nationale. D'ici peu de temps, les résultats vont commencer à se faire sentir et même à se faire voir. On arrivera en tout cas à des résultats que les Sénégalaises et les Sénégalais pourront apprécier. Nous avons bénéficié de ce fonds pour quelques titres, mais bon, ça met beaucoup de temps. Il faut déposer les demandes et puis on attend, on ne sait pas très bien. D'ailleurs récemment, il y a à peu près 3 ou 4 mois, on a déposé des manuscrits, mais jusqu'à présent, on n'a aucune réponse de cela. C'est ce dossier qui referme cette édition. Fatima, merci. Merci Papis, merci également à vous, chers téléspectateurs, et bon week-end. Bon week-end à tous. Les clés du plateau à Boubacar Kane pour la suite des programmes sur nos antennes. Excellent week-end à tous. Merci Papis, merci Fatima. Excellent week-end à vous, mesdames, messieurs. La suite de votre programme sur TFM, c'est dans un instant.